Le 2 septembre 1945 s'achève l'une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale prend fin et l'Allemagne dépose les armes face aux Alliés. Le plus grand meurtrier de cette guerre, le dictateur Adolf Hitler, se suicide dans son bunker. Le bilan humain de cette guerre est dramatique. 60 millions de personnes furent tuées, soit 2,5% de la population mondiale de l'époque. Les pertes matérielles sont également désastreuses. 600 milliards d'euros sont à déplorer. Suite à cela, les Alliés décident de juger 24 hauts placés nazis. C'est ce qu'on nomme le procès de Nuremberg. Et pour la première fois, le motif de crime contre l'humanité est introduit dans le droit international. Les chefs d'accusation, conjuration, crimes de guerre, crimes contre la paix et enfin, crimes contre l'humanité. La découverte des atrocités commises par les nazis durant la guerre choque profondément l'humanité. Et depuis de nombreuses années maintenant, les témoignages se multiplient pour rendre compte de ces atrocités barbares. Les victimes et leurs familles sont traumatisées et ont du mal à reprendre une vie normale après la guerre. Et une question peut se poser après ce constat. Comment ? Comment un dictateur monstrueux a pu arriver au pouvoir et mettre en place son idéologie meurtrière ? Les Alliés ont-ils suffisamment réagi ou ont-ils, au contraire, mal anticipé ce qui allait venir ? Mesdames et messieurs, je suis Hugo de l'association Les Petits Talents et laissez-moi vous raconter comment le monde a pu basculer dans l'une des heures les plus sombres de son histoire. Le 11 novembre 1918 signe la fin de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne se rend et accepte de signer l'armistice dans la clairière de Rétonde, près de Compiègne. La joie mais également le deuil gagnent Paris. Le bilan de cette guerre est immense, 20 millions de morts et 21 millions de blessés. Les Alliés, pour éviter que l'Allemagne redevienne un jour une menace, mettent en place le traité de Versailles. Le 28 juin 1919, 32 puissances sont assises autour d'une table au château de Versailles. Parmi ces puissances se trouvent la France, représentée par Georges Clemenceau, les États-Unis, représentés par Wilson, la Grande-Bretagne, représentée par Lloyd George, et enfin l'Allemagne qui est représentée par Müller, le ministre des Affaires étrangères, et le Dr Bell. Il faut savoir que depuis le 19 janvier 1919 se tenait une conférence de la paix à Paris pour décider du contenu de ce traité. L'Allemagne n'a pas le droit d'assister au débat, seuls les Alliés y participent. Les débats sont difficiles, et les différentes nations présentes ne sont pas d'accord entre eux. La France veut en finir une bonne fois pour toutes avec le danger allemand, tandis que la Grande-Bretagne veut laisser un minimum de rang à l'Allemagne. Les États-Unis, eux, veulent d'un monde uni pour la paix et sont à l'origine de la création de ce qu'on nomme la Société des Nations. Ainsi, le 7 mai, les propositions du traité sont soumises à l'Allemagne avec de sévères conditions. L'Allemagne fait d'abord des contre-propositions qui ont toutes été refusées. Le pays refuse dans un premier temps de le signer, mais le 17 juin, les Alliés donnent 5 jours à l'Allemagne pour prendre une décision. Et c'est le 18 juin, dans la galerie des glaces du château de Versailles, que l'Allemagne signe le traité face à la pression des Alliés. Ce traité reconnaît la responsabilité de l'Allemagne dans la guerre 14-18 et est donc très sévère. L'Allemagne perd 13% de son territoire, dont l'Alsace et la Lorraine récupérées par la France. Les sanctions économiques sont également très dures. L'Allemagne doit 132 milliards de marks or de réparation de guerre. Les 16 milliards de marks des fonds allemands placés à l'étranger sont confisqués. Elle perd la majorité de ses productions minérales et agricoles et ses colonies lui sont confisquées. Et enfin, l'un des points les plus importants de ce traité est l'anéantissement de l'armée allemande. L'état-major est limogé, les écoles militaires sont fermées et l'armée est réduite à 100 000 hommes. L'Allemagne est dépouillée, sa capacité économique et militaire est mise à mal.
Un sentiment de vengeance commence doucement à naître dans le pays et une haine apparaît à travers ce traité. Dans les années 20, l'Allemagne va traverser de nombreuses crises. Le gouvernement démocratique mis en place en Allemagne après la guerre, la République de Weimar, doit faire face à une instabilité économique. En effet, la dette de guerre de 132 milliards de marks or, soit 150 milliards de marks pour la monnaie allemande, affaiblit grandement l'économie du pays. La faible production agricole et industrielle encourage également l'inflation. Et en juin 1922, l'assassinat du ministre des Affaires étrangères allemand Walter Rathenau provoque une grave crise financière en Allemagne. Le cours du mark plonge avant de totalement s'effondrer en janvier 1923. En novembre de cette même année, on estime que le mark ne valait plus que 1/1000 de milliardième de sa valeur initiale en 1914. Entre 1923 et 1924, les Alliés décident d'aider l'Allemagne à renflouer le mark, mais au détriment de millions d'épargnants allemands. La vie politique en Allemagne est également instable. Le gouvernement doit faire face à plusieurs tentatives de coup d'État. Le pays est divisé. La droite nationaliste rejette le système parlementaire et accuse la communauté juive et le communisme d'être responsables des malheurs du pays. Le racisme monte en flèche et les attaques contre les synagogues et les profanations de tombes juives se multiplient dans le pays. Mais alors que l'Allemagne connaît une période politique et économique instable, un nouvel événement va venir plonger le pays dans l'une des crises les plus graves de son histoire. En octobre 1929, alors que le pays dépend de prêts étrangers pour survivre et que le nombre de chômeurs est estimé à 3 millions de personnes, le crash de Wall Street, qui marque le début d'une crise économique mondiale, vient enfoncer l'Allemagne. Le pays, qui dépend en grande partie des États-Unis, se voit retirer ses capitaux suite au crash et plonge dans une grave détresse financière. Fin 1932, le pays cumule 6 millions de chômeurs total et 8 millions de chômeurs partiels. Cette détresse va ouvrir les portes au fascisme et au parti nazi qu'on nomme le NSDAP, ou soit le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Et c'est à ce moment que l'Allemagne s'apprête à pencher vers une dictature. Le NSDAP trouve ses origines en Bavière, un état situé dans le sud-est de l'Allemagne. Il a été fondé par l'artisan Anton Drexler, et c'est en septembre 1919 que Adolf Hitler rejoindra le parti. Il élabore environ 6 mois plus tard avec l'économiste Gottfried Feder un programme en 25 points pour le parti. Avec ses talents d'orateur, Hitler devient président du parti. Mais alors que Hitler est président du parti, il tente l'impossible en novembre 1923. Lors de la crise monétaire à Munich, il tente un coup d'État. C'est ce qu'on nomme le putsch de la brasserie. Le putsch de la brasserie fait référence à la Burger Brockel, une brasserie où le NSDAP se réunissait souvent pour des réunions. Mais le coup d'État d'Adolf Hitler fut un échec. La police bavaroise écrase les révolutionnaires et Hitler est condamné à 5 ans de prison à la forteresse de Landsberg. C'est en prison qu'il va écrire le premier volume de ce qu'on appellera la Bible du mouvement nazi. Un livre qui aujourd'hui fait encore parler de lui, Mein Kampf ou Mon combat en français. Ce livre définit son idéologie, où il explique notamment qu'il est raciste, qu'il croit en la théorie raciale et aux races inférieures et supérieures. Il explique notamment comment mettre en place une propagande pour convaincre le peuple et avoir un pays qui puisse se tenir. Il raconte également au début de son livre son enfance où il parle de son père et de sa mère. Son livre constitue un programme politique mais également son autobiographie. Il sortira de prison après 9 mois de détention pour bonne conduite. Le deuxième volume de son livre sortira 1 an après le premier. Vers la fin des années 20, des petits bourgeois et des travailleurs du secteur tertiaire commencent à rejoindre le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Le parti, qui touchait principalement la classe ouvrière au début des années 20, commence à élargir son horizon. Adolf Hitler, malgré son anti-parlementarisme, comprend que s'il veut un jour accéder à la chancellerie d'Allemagne, n'aura d'autre choix que de passer par des moyens légaux. Au début des années 1928, lors des élections régionales d'Allemagne, les nazis sont déçus. Ils obtiennent 100 000 voix de moins qu'en 1924. Ils prirent conscience que pour gagner du terrain, ils devaient viser les masses conservatrices. Autrement dit, les paysans, les artisans, les petits hommes d'affaires et les officiers qui n'aimaient pas la démocratie et le communisme. Ainsi, les nazis commencent à mettre en place leur propagande. Et en septembre 1930, lors des élections fédérales, le NSDAP obtient 103 sièges. Le parti nazi, à partir de cette date, commence à représenter une menace électorale importante. L'ascension au pouvoir des nazis fut portée par les nombreuses crises économiques, politiques et sociales de l'époque en Allemagne.
sans compter la haine que ressentaient les Allemands envers le traité de Versailles, mais également par une intense campagne d'organisation, des collectes de fonds et une importante propagande. Les chefs du parti nazi s'adressent également aux organisations nationales de paysans, des travailleurs du secteur tertiaire et des artisans pour gagner leur soutien. En juillet 1932, le NSDAP remporta 37,3% des voix, plus que n'importe quelle organisation politique depuis 1919. À la fin de l'année, les conservateurs qui entouraient le président Édimbourg commencèrent à croire naïvement que le parti nazi représentait le seul espoir pour sortir l'Allemagne des crises qu'elle traversait depuis des années et pour lutter contre le communisme. Le 30 janvier 1930, le président Édimbourg donne le coup de grâce au régime démocratique et parlementaire en nommant Adolf Hitler chancelier d'Allemagne. Hitler, à son arrivée au pouvoir, ne possède pas encore la majorité au Reichstag. Il organise donc le 5 mars 1933 de nouvelles élections pour obtenir la majorité. Et pour la première fois, le parti nazi remporte la majorité avec 43,9% grâce au soutien massif des populations catholiques. Quelques semaines plus tard, Hitler présenta devant le Reichstag une loi lui conférant les pleins pouvoirs. Et grâce au soutien qu'il reçut, la loi fut adoptée. Il n'y a désormais plus le système parlementaire pour lui barrer la route et peut installer une dictature. Hitler veut avant tout rétablir l'économie du pays. Pour cela, il élargit le programme de la création d'emplois, refuse de payer les dettes internationales et place le système bancaire et les marchés capitaux sous le contrôle de l'État. De 1933 à 1937, l'Allemagne passe de 9 millions de chômeurs à seulement 1 million de chômeurs. Le dictateur met en place une violence extrême en Allemagne. Lui et son gouvernement mettent en place ce qu'ils appellent le processus de mise au pas. Les membres du parti nazi et les SA, les services d'ordre, intimident ou assassinent des opposants. Ils forcent le milieu des affaires et les institutions à accepter le nazisme. Hitler interdit les différents partis et leur création et supprime les syndicats. Les résistants à la dictature nazie sont envoyés dans des camps destinés aux opposants politiques. À la mort du président Édimbourg en 1934, Adolf Hitler cumule la fonction de chancelier et de président. Le parti met également en place l'un des traités fondamentaux de son régime, l'antisémitisme. Dès 1933, le NSDAP met en place ce qu'il nomme une politique d'hygiène raciale dans le but de développer une pure race allemande. Les nazis persécutent les peuples qu'ils considèrent comme inférieurs, dont les juifs, les tziganes ou d'autres peuples qu'ils considèrent comme étrangers. Ainsi, ils sont privés de leurs biens, de leur traitement et de leur pension. Ils n'ont plus le droit de travailler et plusieurs lois racistes et antisémites sont mises en place comme l'interdiction des mariages et des relations sexuelles entre les juifs et les Allemands. Les nazis mènent une politique dite biologique, dans le but de protéger ce qu'ils appellent la race allemande. Des lois autorisèrent les nazis à stériliser toute personne représentant selon eux une menace biologique. Et en 1939, Hitler approuve un programme qui autorise l'euthanasie des handicapés mentaux ou physiques. Adolf Hitler brise le traité de Versailles et réarme le pays. Il reconstitue les troupes allemandes avec une armée passant de 100 000 à 700 000 hommes. Le 18 juin 1935, l'Allemagne signe un traité naval avec la Grande-Bretagne qui l'autorise à s'équiper de 35% du tonnage de la Royal Navy et de posséder des navires de guerre. Hitler, en 1936, reprend la région démilitarisée du Rhin sans menace étrangère et le pays retrouve donc son indépendance militaire. Entre autres, toute forme de liberté est supprimée en Allemagne nazie et des milliers de juifs émigrèrent dans d'autres pays. Mais alors, quelles furent les réactions à l'international et comment les Alliés allaient-ils réagir quand Adolf Hitler commencèrent à réarmer le pays et à envahir d'autres territoires ? Hitler, au-delà de sa politique raciale et totalitaire, voulait reprendre des territoires qu'il considérait comme appartenant à l'Allemagne et perdus à cause du traité de Versailles. Et il va, bien avant l'envahissement de la Pologne qui causera la Seconde Guerre mondiale, envahir d'autres territoires, mais qui ne déboucheraient pas encore à une guerre. Parlons tout d'abord du contexte géopolitique de l'époque. Au XXe siècle, la principale puissance de l'Occident était l'Empire britannique, et c'est notamment eux qui seront au centre des négociations pendant les années 1930 avec différentes nations et notamment l'Allemagne pour éviter une nouvelle guerre. Et c'est notamment cette politique qu'on nomme politique d'apaisement menée à l'époque par les Britanniques qui va susciter de nombreuses critiques et n'arrangera rien à la situation internationale. Neville Arthur Chamberlain, le premier ministre britannique de 1937 à 1940, est un fervent défenseur de cette politique.
Certains lui reprocheront par ailleurs sa ténacité à s'en tenir à ses idées et d'être obstiné à vouloir faire de l'Allemagne un ami alors que celle-ci ne voulait en rien d'une relation de paix et amicale. Pourtant, lui et son gouvernement essaieront jusqu'au bout de parvenir à différents accords avec l'Allemagne. Hitler commença dès 1936 à reprendre des territoires qu'il considérait comme volés à l'Allemagne avec la remilitarisation du Rhin. Les Français se disent choqués et voient cette démarche comme une attaque. Tandis que les Britanniques, qui en 1936 étaient dirigés par le Premier ministre Stanley Baldwin, ne considèrent pas cet événement comme une attaque envers la France, mais juste simplement que l'Allemagne se bornait à remettre les pieds chez elle. La France se contenta donc de faire appel à la Société des Nations créée par les Américains à l'époque et que l'on peut considérer comme l'ONU d'aujourd'hui. Et l'Allemagne et son Führer ne s'arrêtent pas là. En 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche pour des raisons idéologiques, stratégiques, militaires et économiques. Aucune résistance ne se fera en Autriche, bien au contraire. Cette annexion est chaleureusement accueillie. Cela s'explique par le fait que l'Autriche, à cette époque, traverse de nombreuses crises, mais également grâce au fait que l'Allemagne représente un moyen de défense face à des agressions extérieures. Les Britanniques ne réagissent que très peu et c'est une conséquence directe de la politique d'apaisement. Tandis que certains députés de la Chambre des communes alertent sur le danger allemand. Comme le futur et célèbre Premier ministre Winston Churchill, qui considère la politique d'apaisement comme inadaptée face au réarmement de l'Allemagne et au sentiment d'insécurité qui grandit en Europe. Après l'Autriche, ce fut au tour de la Tchécoslovaquie. Hitler veut reprendre la région des Sudètes, qui est composée d'une majorité d'Allemands. La politique d'apaisement prit encore une nouvelle tournure. Alors que les Britanniques et les Français avaient promis au gouvernement tchécoslovaque qu'ils seraient protégés, ils trahissent leur parole avec les accords de Munich. Ces accords autorisent l'Allemagne nazie à reprendre les Sudètes en échange de garanties sur l'intégrité du reste du pays. Cet accord est comme un coup de poignard pour les Tchécoslovaques et n'ont d'autre choix que de céder les Sudètes à l'Allemagne. Enfin, Adolf Hitler voulut prendre les territoires polonais. La France et la Grande-Bretagne menacèrent l'Allemagne de lui déclarer la guerre si elle tentait quoi que ce soit avec la Pologne. Les Allemands signèrent un pacte de non-agression avec l'Union soviétique en échange de répartition du territoire polonais, mais également pour éviter toute offensive soviétique lors de l'invasion de la Pologne. La politique d'apaisement est donc un échec total et beaucoup reprocheront à Neville Chamberlain d'être responsable de cette guerre avec sa politique inadaptée. Winston Churchill lui succédera après sa démission en 1940. Pour terminer, le 1er septembre 1939, Hitler, avec l'aide des Soviétiques, envahit la Pologne. Et le 3 septembre, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Le monde rentre en guerre.